Cette interview devait paraître dans un prochain numéro du magazine 01net, mais ce numéro ne paraîtra jamais. Alors plutôt que de laisser ces mots dormir dans un dossier, j'ai choisi de les faire entendre. Bienvenue dans Une chose encore, le podcast qui prolonge les rencontres amorcées dans les pages du magazine. Aujourd'hui, je reçois Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste, membre de l'Académie des technologies. Il est reconnu pour ses travaux sur l'image, les technologies et la mémoire. Depuis longtemps, il s'intéresse à nos relations aux écrans, aux robots et désormais à l'intelligence artificielle. Dans son dernier livre, Le jour où j'ai tué mon frère, quand l'IA fabrique la photographie de nos souvenirs, publié aux éditions La Madone, il raconte une expérience troublante, comment il a eu recours à l'IA pour recréer une photo disparue de son enfance. Entre exploration technologique et voyage intime, cette conversation interroge notre mémoire, nos émotions, et ce que les outils nous donnent ou nous prennent. Et si l'image artificielle permettait de dire ce que les mots, parfois, ne suffisent pas à exprimer ? Serge Tisseron, votre dernier livre s'ouvre sur une image absente, une photographie d'enfance que vous étiez persuadé d'avoir vue un jour et que vous avez tenté de recréer grâce à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre cette démarche et surtout à en faire le point de départ d'un récit aussi personnel ? Quand on parle de l'intelligence artificielle, elle est souvent abordée du point de vue de ce qui va arriver aux gens. Les métiers vont évoluer très vite, les inégalités sociales vont se creuser, les libertés vont être menacées. Mais ce qui m'a paru important, c'est d'aborder l'intelligence artificielle par le biais d'un domaine où les gens vont être chacun acteurs de quelque chose. Et comme j'ai travaillé sur la photographie, sur la famille, la photographie familiale, il m'a semblé que cette porte d'entrée-là pouvait permettre de faire comprendre aux gens combien la révolution de l'intelligence artificielle va les concerner intimement, pas seulement dans leur vie publique, mais aussi dans leur vie intime, et notamment ce domaine très intime qui est le recueil des photographies de la famille. Après, j'avais cette idée en tête, et puis je suis tombé, c'est vrai, en plus, par hasard, sur un album de famille dans lequel il manquait une photo, et je me suis dit, c'est l'occasion de réfléchir à ça. Voilà, vous savez, il y a toujours une toile de fond, un starter, donc un starter était celui-là. Surtout que quand on cherche quelque chose, on est persuadé qu'il existe, mais finalement, on finit par avoir le doute parce qu'on met en doute sa propre mémoire. Oui. Mais c'est obsédant, en fait. Oui, c'est obsédant. C'est pour ça que j'ai commencé à dessiner l'image en me disant, ça, j'ai toujours fait ça, Donc, une manière de fixer le souvenir que j'en avais avant qu'ils aient des formes trop dans mes ruminations, parce qu'au fur et à mesure qu'on travaille une image, on la transforme, au fur et à mesure qu'on y pense, on la transforme aussi. Oui, parce que vous avez d'abord essayé de la dessiner À la main. et puis vous êtes passé à l'IA, qu'avec, entre autres, Dall-E, Midjourney. Vous en avez fait plusieurs, d'ailleurs. Oui, j'en ai essayé plusieurs. Pour vous, ça a été une aide ou une distorsion de votre mémoire ? Alors, au début, j'ai vu ça comme une aide. Donc, mes essais, vous avez vu, avec Pixart, Adobe et Dall-E, c'était la cata, parce que je n'avais pas de mode d'emploi, donc je me suis dit, je vais jamais y arriver. Bon, puis le hasard a fait que j'ai rencontré Lucie et Simon Broadbeck, donc, oui, grands experts de fabrication d'images de synthèse, donc ils m'ont beaucoup aidé. Et donc, au début, je me suis dit, mais c'est formidable, ça va être une aide. Et puis, je me suis aperçu, comme je vous dis il y a quelques minutes, que plus je fabriquais une image sur mes conseils, plus la machine déformait l'image. Donc, je me suis aperçu que, en fait, mon souvenir évoluait au fur et à mesure que l'image qu'il fabriquait devant moi évoluait. Donc, je me suis dit, il faut arrêter. Enfin, j'ai arrêté, moyennement satisfait, mais j'ai arrêté. Mais quand même, il y a eu un troisième moment, c'est que j'ai compris que je ne fabriquais plus l'image de l'album de famille que je voulais photographier, mais je fabriquais ma perception subjective de l'événement, que j'étais replongé dans l'événement. Oui. Donc, 3 moments successifs qui font que finalement, j'ai changé de point de vue sur ce que j'étais en train de faire. Et heureusement, j'ai trouvé l'image après, et ça m'a bien montré que j'avais pas fabriqué l'image que mon père avait faite et que j'avais vue dans l'album, mais j'avais bien fabriqué ma perception de l'événement. Vous êtes bien passé de l'aide à la distorsion. À la distorsion, mais après, à une distorsion de la photographie que j'avais vue, qui me permettait d'arriver à mon propre vécu de l'événement. Ce n'était plus la photo que je reproduisais, c'était mon vécu de l'événement que je produisais, puisque la photo ne produisait pas mon vécu de l'événement. Et vous avez eu conscience de cette distorsion. Le danger serait aidé de ne pas en avoir conscience, en fait. Oui, ça aurait été de ne pas en avoir conscience, mais bon, j'ai assez réfléchi. Comme je dessine, quand je dessinais, c'est pareil. C'est quand je dessinais mon frère tel que je l'ai dessiné, il n'était pas comme ça. Vous le voyez sur la photo, il n'était pas du tout comme ça. Mais en le dessinant,
je me suis aperçu qu'il était très menaçant, alors que sur les photos, il n'est pas menaçant. Au bout du compte, c'est bien ma subjectivité. La photo que je me suis mise à fabriquer avec Lucie et Simon Broadbeck avec Midjourney, c'était plus, encore une fois, la photo de l'album, c'était ma perception de l'événement. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend sur la façon dont notre mémoire reconstruit le passé? Il y a eu des travaux sur le fonctionnement du cerveau qui ont confirmé une intuition assez banale, c'est que notre mémoire se reconstruit constamment. Nous reconstruisons constamment notre mémoire des événements du passé en fonction des événements présents, des nouvelles expériences que nous traversons. Donc ça, c'est pas un scoop. Mais je pense que ce qu'il faut ajouter, c'est qu'elle se reconstruit à tout moment en fonction des enjeux émotionnels qui peuvent être réveillés autour du passé par les situations présentes. C'est-à-dire que la photographie de mon père, elle prenait un point de vue très conventionnel. C'est une image de western, donc une image qui reproduisait des images vues, voilà. Alors que dans ma mémoire, l'image, elle était porteuse d'émotions très fortes que la mise en scène de mon père n'avait pas permis que je montre, puisque c'est pas moi qui ai fait la mise en scène. C'est pas moi qui avais dit on met l'appareil ici, je ferai ci, je ferai ça. Non, j'avais été l'acteur de la mise en scène de mon père et de mon frère probablement. Mais ma mémoire, elle était porteuse de ce que j'avais vécu dans la situation. Et donc, en construisant l'image avec les technologies numériques, en fait, ce sont mes enjeux émotionnels qui sont venus au premier plan. Et c'est une chance, d'une certaine façon, que j'ai pas retrouvé l'image tout de suite, parce que j'aurais été empêché de retrouver les enjeux émotionnels de la situation. Ce qui est important, c'est pas de se souvenir de la situation, c'est d'arriver à retrouver comment on a vécu la situation. Or, sur l'image prise par mon père, je suis triomphant, alors que, en réalité, je devais craindre les représailles, je ne devais pas me sentir du tout à mon aise d'être celui qui tue mon frère, donc pour ça, mon père avait marqué vengeance sur la photo qui m'était destinée. Et je pouvais craindre les représailles, je pouvais, comme d'ailleurs, on le voit sur mon dessin et sur la photo créée avec Midjourney, rien ne prouve que j'arrive à tuer mon frère. Peut-être que je vais recevoir une sacrée rousse. Peut-être qu'il me l'a fait payer très cher, cette photo-là. Je ne sais pas, voilà. Donc, je suis très attaché à lui. En même temps, je le crains. Je le hais de la manière dont il m'impose sa force, mais je l'aime beaucoup parce que c'est mon seul compagnon de jeu. Vous voyez, c'est tout ça, finalement, que la création de l'image artificielle a permis de retrouver beaucoup mieux que ce que je n'aurais pu le faire si je ne m'étais pas lancé dans la création de cette image. Me lancer dans la création de cette image m'a fait retrouver des enjeux émotionnels, alors qu'ils n'étaient peut-être pas tous présents dans le moment, mais qui accompagnent maintenant ma représentation de mon frère. Oui, il y a tout un travail, en fait, que vous n'auriez pas fait sinon. Il y a tout un travail sur ce que mon frère représentait pour moi que je n'aurais pas fait. Si vous voulez, c'est là où il faut voir la grande ambivalence qu'on peut avoir par rapport à cette manière de recréer le passé. C'est qu'au moment où on le recrée, on se découvre soi-même. Voilà. Quand Lucie et Simon ont créé ce frère comme ça, et comme je dis dans mon livre, j'ai failli applaudir en disant c'est lui, c'est lui, c'est lui. En fait, c'était pas lui du tout, bien évidemment, mais c'était l'image que j'avais parfois de lui. Cette espèce de bruite vociférante, c'est pas du tout comme ça. Alors justement, d'où cette question sur la reconstruction des souvenirs, parce que vous avez retrouvé l'image originale. Donc, ce qui fait qu'on va dire que ça a remis un petit peu l'église au milieu du village. Mais l'IA a-t-elle le pouvoir d'ancrer quand même des souvenirs erronés en nous? Oui, alors, toutes les images ont le pouvoir d'ancrer en nous des souvenirs erronés. Beaucoup de photos qui sont censées représenter des événements historiques sont des photos, en fait, qui contiennent une grande part de mensonges. Et dans la famille, c'est pareil. On peut voir des photos où deux personnes se sourient alors qu'en fait, elles se haïssaient à mort. Donc, la photographie, comme le langage, a toujours été porteur de la possibilité d'approcher le vrai ou de plaider le faux. À mon avis, avec l'intelligence artificielle, la photographie bascule du côté des possibilités du langage, c'est-à-dire qu'elle peut devenir rhétorique. C'est-à-dire que avant le numérique, elle était quand même toujours beaucoup plus engagée du côté d'une représentation de ce qu'il y avait devant l'objectif, même si c'était truqué, fabriqué, modifié, etc. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, elle devient totalement rhétorique.
comme le langage, on peut agencer des formules comme on veut, on peut faire exister ce qu'on veut, et il faut quand même pas oublier que pendant très longtemps, le principal support de la désinformation, c'était le langage. Aujourd'hui, on parle beaucoup des deepfakes, mais il y en a eu des deepfakes avec le langage. Les anthropologies coloniales, Candagne, il n'y avait pas beaucoup d'images dans les livres d'histoire, mais il y avait beaucoup de textes, et c'était du deepfakes complet. Donc, avec le numérique, la photographie cesse d'être engagée préférentiellement du côté du témoignage, avec toutes les distorsions possibles, et elle devient engagée du côté de la rhétorique. C'est cette idée-là à laquelle il faut se faire. Alors après, c'est la même chose que pour le langage. Tout ce changement qu'on va devoir faire autour de la photo, de lui appliquer les mêmes critères que ceux qu'on applique au texte. Et ça va être de plus en plus compliqué. Alors, c'est très déstabilisant. Est-ce qu'on va s'habituer à cette confusion entre réel et fiction? C'est pas une confusion, à mon avis, c'est un entrelacement. C'est comme pour le langage. Regardez, moi, j'avais commenté ça d'ailleurs à l'époque où je travaillais donc à une médiologie avec Régis Debray. Il était allé au Kosovo, puis il avait fait un article dans Le Monde en disant je suis allé dans une pizzeria, il y avait des gens de toutes les origines, voilà. C'est sans doute, il avait été dans une pizzeria, et sans doute, il y avait des gens qui avaient des couleurs de peau différentes et des manières de parler différentes, mais dans sa bouche, ça devenait la preuve que la situation au Kosovo n'était pas du tout celle qu'on décrivait, qu'il y avait des peuples qui s'entendaient bien, que c'était les Américains qui mettaient la merde et tout. Voilà. Et donc, c'était un entrelacement de choses vues et de choses imaginées, de choses inventées, et de désir de convaincre. Donc, la photo bascule dans cet entrelacement qui est encore une fois celui auquel nous sommes habitués avec le langage. Mais il faut comprendre que les possibilités d'intelligence artificielle, c'est aussi des nouvelles formes de convivialité. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dans vos livres sur le fait que si mon père et mon frère étaient encore vivants, j'aurais eu grand plaisir à leur demander de fabriquer leurs souvenirs de cette situation. Et on aurait été bien étonné de voir comment on avait des souvenirs différents de la situation. Vous voyez, et donc du coup, ça devient une nouvelle façon de se parler d'une certaine manière, d'entrer en contact, de faire lien à travers des images qui sont pas seulement des images de, par exemple, de parties de son anatomie, voilà, qu'on envoie à quelqu'un qu'on aime, mais de construction et de représentation de son monde intérieur. Alors quand même, moi je me posais une question sur... On sait que les algorithmes ont des biais. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit danger à confier nos souvenirs à des algorithmes dont nous ne maîtrisons pas les biais? Oui, alors tous les outils imposent leurs propres contraintes. Si vous utilisez un fusain sur les feuilles de papier, vous allez être en noir et blanc, alors que peut-être votre souvenir est très coloré. Alors après, les algorithmes imposent leurs propres contraintes dans tous les domaines. D'ailleurs, dans le domaine médical que je connais bien, on ne sait pas très bien de quelle façon ils posent des diagnostics, on ne sait pas très bien de quelle façon ils posent des traitements. Donc, il y a un problème général qui est la transparence des algorithmes, l'intelligibilité des algorithmes. Mais ça, c'est un problème global, si vous voulez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle a aussi la possibilité de rendre les algorithmes intelligibles, parce qu'elle a suffisamment de ressources pour trouver des termes simples, accessibles, pour expliquer des choses compliquées. Donc c'est toujours étonnant de donner un texte très compliqué à ChatGPT et de voir comment il peut le rendre plus simple. Donc l'IA, moi je milite beaucoup pour ça en médecine, que l'IA permettre de préparer les malades à des examens médicaux en leur donnant beaucoup d'informations simples que le corps médical n'a pas le temps de rédiger. Le corps médical peut rentrer des données, peut rentrer des textes un peu savants, expliquant le sens d'un examen médical et demander à ChatGPT d'en sortir une version courte et accessible. Alors vous le disiez, l'IA peut nous aider à mieux comprendre certaines choses, mais dans votre cas, ce n'est pas un diagnostic ou un texte compliqué qu'elle vous a aidé à éclaircir, c'est un souvenir. Et c'est en retrouvant la photo d'origine que vous avez compris ce que vous aviez réellement reconstruit. C'est en retournant sur la photo que je me suis rendu compte à quel point j'avais construit non pas, comme je disais tout à l'heure, le souvenir de la photo, mais le souvenir subjectif de l'événement. C'est pas une déformation du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas créé une fausse photographie, j'ai créé la vraie photographie de mon souvenir. Je veux dire, il n'y a pas d'un côté la photographie de la situation réelle prise par mon père, la photographie de la situation imaginée fabriquée avec Midjourney. Les deux photographies témoignent de quelque chose. La photographie prise par mon père témoigne de la mise en scène de mon père, en fonction des canons du western, voilà, et des conventions, voilà, qu'il nous a invités à adopter, mon frère et moi. Et alors que la photographie fabriquée avec Midjourney
témoignent de ma subjectivité dans l'événement. Donc finalement, les deux ne témoignent pas de la même chose. Et donc, l'une n'est pas plus vraie ou plus fausse que l'autre, quoi. Les deux sont totalement vrais. Mon père a vraiment pris cette image, il l'a pas falsifiée d'aucune façon. Et moi, j'ai vraiment vécu les choses comme je raconte les avoir vécues dans la photo numérique que j'ai fabriquée. Mais alors, est-ce que vous diriez que ça vaut la peine pour celles et ceux qui nous écoutent de tenter eux aussi l'expérience, de recréer une image disparue ou peut-être même imaginée pour voir ce que ça peut faire remonter, ce que ça raconte d'eux? J'encourage tout le monde de fabriquer une photo dont il n'y a pas de photo, comme je dis dans le livre. Mon grand-père me tenait dans ses bras. J'ai pas d'image de mon grand-père maintenant dans ses bras. Et c'est ce qu'on m'a dit, hein, mais j'ai aucun souvenir. Je me souviens que la toile bleue, pendant longtemps, était quelque chose d'important pour moi. Et mon grand-père avait toujours son bleu de travail, donc je pense en effet qu'il peut même prendre sur ses genoux. Mais l'idée de fabriquer une image dont on n'a que le souvenir, et peut-être un jour on retrouvera une vraie image, mais si vous voulez, c'est un témoignage, c'est-à-dire que on a besoin d'être aidé pour raconter. Si j'ai envie de raconter à mes enfants la relation que j'avais avec mon grand-père, je manque de mots, quoi. J'étais tout petit, il me prenait sur ses genoux. Si je me mets à fabriquer une image, peut-être que tout d'un coup, je vais avoir des souvenirs qui vont revenir en fabriquant l'image. Ben, j'étais pas bien assis, voilà. Je sais pas, mais ça vaudrait peut-être la peine que je fabrique une image pour voir les souvenirs qui me reviennent, voilà. Donc, si vous voulez, pour rappeler le passé, on a besoin d'un starter, on a besoin de quelque chose. Et beaucoup de gens ont de la difficulté à raconter leur passé parce que entre la subjectivité et le langage, il y a quand même un filtre énorme, quoi. Il y a très peu de gens qui auront les mots pour parler de leur subjectivité, les poètes, les écrivains. Mais l'image est quelque chose de plus spontané, c'est un lien avec le corps, et c'est plus facile, à mon avis, de fabriquer une image avec les outils numériques qui témoignent de notre subjectivité dans une situation donnée, que de le raconter. Donc je pense que des gens vont s'engager sur cette voie. L'image est plus proche du corps que l'est le langage. Le langage met à distance, alors que l'image instancie. On est dans l'image où on la fabrique, alors que quand on parle, on met à distance. Ouais. Donc je pense que ça va être un moyen pour des personnes de fabriquer des souvenirs subjectifs, mais qui témoigneront à leurs propres yeux et aux yeux de leurs proches, de choses qu'ils ont vécues dans des situations complexes pour lesquelles il manque peut-être de mots pour en parler correctement. Donc, l'IA n'est pas une menace pour la mémoire. Ce n'est pas une menace pour la mémoire, à condition de faire comme pour le discours. Il y a des récits historiques, il y a des récits fictionnels, il y a des légendes, il y a des contes. Et voilà, donc dans le domaine du langage, il y a des catégories. Et le trouble vient lorsqu'on mélange les catégories. Mais tant qu'on tient les catégories séparées, il n'y a pas de trouble. Il y a eu énormément d'efforts depuis très longtemps pour que on puisse chaque fois rapporter un discours à une catégorie. Si on vous raconte au journal 2, comme le 1er avril chaque année, une histoire abracadabrante à l'ouverture du 20h, les gens sont capables de la croire. Je me souviens quand j'étais avec Dana Schneiderman, l'histoire sur laquelle, pour que les éoliennes ne polluent plus le paysage, on allait les enterrer. Il y a des gens qui y avaient cru. Ce que vous décrivez, c'est donc une mémoire qui s'écrit avec notre subjectivité, nos émotions, nos intentions du présent. L'intelligence artificielle, dans ce cadre, n'est pas un danger, mais un outil pour peu qu'on sache l'utiliser. Mais est-ce qu'elle nous aide, en définitive, à mieux comprendre comment fonctionne notre mémoire individuelle? Alors, je dirais plus pour comprendre combien la mémoire tient compte de notre subjectivité. Vous savez, il y a des gens qui disent « j'ai la mémoire photographique ». Croyez-vous souvenir de quelque chose? Non, vous l'avez complètement réarrangé. En fait, notre mémoire est un récit qui se refabrique constamment. Les choses qu'on raconte, on les raconte jamais deux fois pareil, on les raconte toujours différemment. Eh bien, notre mémoire est un récit en construction et reconstruction permanente. Notre mémoire n'est pas une prise de vue de la réalité. Puis c'est d'ailleurs la métaphore de la photographie, mémoire photographique, c'est pas pour rien. Que lorsque la photographie est apparue, elle a servi de métaphore au fait que des gens disent « ah, j'en ai le souvenir précis, ma mémoire et tout ». Donc, la photographie, c'est une métaphore à la mémoire. On abandonne la métaphore de la photographie pour la mémoire, ou plutôt, on la modifie. Et la photographie, on peut la fabriquer selon les enjeux émotionnels. Elle rentre dans un récit. Eh bien, notre mémoire est comme la photographie, et la photographie comme la mémoire, les deux sont l'objet d'un récit
qui fait intervenir au plus haut point l'objectif qu'on a quand on le raconte. Alors, vous décrivez une IA capable d'accompagner notre mémoire, d'éclairer nos émotions, de nous aider à mieux nous comprendre. Mais quand il s'agit des enfants, ces outils ne risquent-ils pas de brouiller leur construction plutôt que de les aider à grandir? Vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets. Est-ce qu'il faudra, là aussi, fixer des repères très clairs comme vous l'avez fait pour les écrans? Ben, bien sûr, dans 2017, j'ai adopté les repères 36912 aux IA. Donc, c'est pas d'outils numériques avant 3 ans, pas d'enceinte connectée avant 6 ans, parce que l'enfant qui entend son enceinte connectée risque de prendre ce qu'elle raconte comme équivalent de ce que disent les parents. Pas de robot conversationnel avant 9 ans, un robot conversationnel qui risque de replier l'enfant sur lui-même, et pas de compagnon digital avant 13 ans. Vous savez, à l'adolescence, il y a ce désir très fort d'avoir un compagnon qui soit le double de soi-même, qu'on appelle le compagnon imaginaire, quelqu'un qui soit toujours d'accord avec nous, qui nous booste l'estime de soi, qui nous console de nos malheurs. Donc le risque, évidemment, c'est de le faire incarner, ce compagnon imaginaire, par cette figure. Donc il va falloir tenir les enfants le plus loin possible de l'IA, encore plus qu'on les tient loin des réseaux sociaux. C'est un rang beaucoup plus dangereux. Parce que les réseaux sociaux, on a beau tomber dans les raies des algorithmes, dans les filets des algorithmes, il y a quand même une dimension sociale. Mais, comme je dis toujours, un jour, on risque de regretter l'époque des réseaux sociaux et de se dire, mais à l'époque des réseaux sociaux, au moins, les gens, ils étaient dans des bulles, mais ils communiquaient entre eux. Il y a le risque qu'un jour, vous communiquiez avec une IA. Comme dans Heure, qu'il faut revoir sans arrêt, parce que c'est un film extraordinaire. Voilà, c'était le premier épisode de Une chose encore. Merci à Serge Tisseron pour cet échange, aussi riche qu'émouvant. Si cette conversation vous a touché, si elle a éveillé des souvenirs ou des questions, je vous invite à lire son livre « Le jour où j'ai tué mon frère », publié aux éditions La Main Donne, et bien sûr à partager ce podcast autour de vous. D'autres épisodes sont à venir, toujours à la croisée des technologies, des émotions et de l'humain. À très bientôt pour Une chose encore.